commencer. Être dit. Bonjour, donc merci d'être venu assister à ce café littéraire sous le crépitement d'une pluie battante, ou pas d'ailleurs. Alors, un café littéraire intitulé Le règne animal. Donc le règne animal qui renvoie alors à beaucoup de choses, entre autres qui peut faire penser à un livre récent de Jean-Baptiste Delamot, Règne animal, sans article. Et donc l'intérêt de cet intitulé, c'est peut-être le mot de règne, parce que le règne c'est d'abord une case dans une classification, les règnes animaux, végétaux, mais allons un petit peu plus loin, puisqu'on a la chance d'avoir des écrivains faisant un peu de littérature, jouant sur les mots. Le règne c'est aussi l'empire, c'est aussi ce qui déborde ses limites, et effectivement l'animal, les problématiques liées à l'animal sont en train d'envahir les médias, envahir la littérature. Alors ça peut être parfois de l'opportunisme patent et flagrant, ça peut parfois donner lieu à des œuvres, à de véritables œuvres, comme celle des trois auteurs, Éric Richet, Francis Tabouret et Camille Brunel, que nous recevons aujourd'hui. Et c'est l'occasion d'aborder, par le biais de la littérature, ce qui est une des questions à la fois les plus brûlantes et les plus cruciales du moment. Alors une question qui n'est pas seulement limitée à la politique et à l'écologie, une question qui n'est pas seulement limitée à des questions, pardon pour la répétition, d'éthique, mais qui va très très loin, qui embrasse peut-être même la définition ou la redéfinition du vivant. Je pense à un livre récent de Thomas Ernst, Infravivant ou Infravie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une question très très large. Il me semble que ce qui réunit les trois auteurs que nous recevons aujourd'hui, c'est précisément la question du flou, de la perturbation, de la dissolution des frontières qui peuvent séparer l'homme de l'animal. Alors une dissolution qui ne se fait pas toujours dans la plus grande sérénité. Donc voilà, c'est autour peut-être de cette idée de frontières, de séparation, d'absence de séparation que la discussion a pouvoir porter. Alors, quelques mots sur les trois intervenants avant, pour commencer. Donc, Éric Richet. Alors, Éric Richet, vous êtes avec nous pour votre livre La Rouille, paru chez L'Ogre. Donc, c'est un roman dans lequel on a un personnage de Neuil, peut-être tiré du film Neuil l'albinos, je pense que c'est un clin d'œil. Neuil, surnommé Nogrose, qui vit dans un territoire qui, pour le dire vite, est à mi-chemin entre des paysages à la Kaurismäki et un côté un petit peu post-apocalyptique. Il vit dans une casse de voiture avec son père, se défonce à la triclo, a un certain nombre de visions, mais tente surtout de trouver sa place dans un univers où règne à la fois une conception primitive, voire archaïque des rapports entre hommes et animaux, et une espèce de virilisme ambiant dans lequel il essaie de trouver tant bien que mal, et plutôt mal que bien d'ailleurs, sa place. Et en ligne d'horizon, il y a un étrange rituel, le Kenos, je ne sais pas trop comment on pourrait le prononcer, qui est un rituel au sens, un rite de passage, dans tout ce que peut avoir de classique, les rites de passage, c'est-à-dire une façon quasi chamanique ou animiste, à partir de la mort d'un animal prédateur, de passer à l'âge adulte. Et ça va être ce rituel et ses répercussions qui vont gouverner le livre. Et enfin, pour clore là-dessus, un petit peu cette rapide présentation, je crois que vous êtes un grand amateur de cinéma, et c'est perceptible dans la langue, dans son rythme, dans sa pulsation, en particulier dans certains moments d'accélération. Ensuite, donc, Camille Brunel. Alors, Camille Brunel, vous êtes avec nous pour votre livre La guérilla des animaux. Vous êtes, alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais vous vous intéressez à la fois énormément au cinéma,
mais également au romantisme, puisqu'on trouvera dans le livre des références en particulier à Michelet, une longue référence à Michelet. Alors votre livre, La guérilla des animaux et non pas le carnaval des animaux comme aurait dit l'autre, parce que l'heure n'est plus à la fête. Le livre suit donc un activiste pro-animal, un animaliste, Isaac. Alors Isaac a choisi tout simplement le parti de la guerre, le camp des animaux contre les hommes. Alors on reviendra là-dessus, il le dit, son animalisme est un anti-humanisme, et le livre est à la croisée à la fois du roman philosophique, puisqu'il y a de nombreux passages qui sont des débats d'idées, qui essaient de pousser les idées dans leur retranchement, jusqu'aux apories d'ailleurs. C'est également un roman, on pourrait dire presque un roman d'aventure, suivant Isaac, qui a un aspect un petit peu Bonnie and Clyde animaliste, puisque Isaac et Yumiko, une jeune fille avec laquelle il est en tandem. Qui est plus âgée que lui en fait. Et, elle est plus âgée que lui. Elle est plus âgée que lui, oui. Ils forment une espèce de couple dont le sport va être non pas la chasse, mais la chasse aux chasseurs. Et enfin, c'est également un roman d'anticipation, puisque la dernière partie du livre se déroule 20 ans plus tard, et va être d'une certaine façon oui, on peut dire ça, un jugement, c'est un livre autour de la justice, un jugement narratif, les conséquences du choix de la violence par Isaac, conséquences qui sont la faillite de ses actions face à l'extinction généralisée des animaux. Et enfin, donc, Francis Tabouret, pour votre très jolie traversée chez POL. Alors, autant avec Éric Richet et Camille Brunel, on était un petit peu du côté de l'exacerbation, du côté des rapports entre l'animal, l'homme et la violence, autant chez vous, il y a une volonté d'approcher l'animal avec ce que je pourrais appeler une éthique de la patience. Vous-même, puisqu'il s'agit d'un récit plus que d'un roman, vous-même donc racontez comment sur un énorme navire, le Fort Saint-Pierre, vous avez convoyé une petite arche de Noé, des taureaux, des chevaux et des moutons de Rouen à Fort-de-France. Donc c'est à la fois un récit maritime qui fait un petit peu penser, c'est pas seulement parce qu'on est chez POL, mais à Olympe, pour les précisions, pour la précision des descriptions, pour le rapport à la machine, le rapport au détail. C'est donc un livre de voyage, un livre sur ce monde étrange que peut être un bateau, mais c'est aussi un livre, une espèce de nature writing, mais avec des animaux qui ne seraient pas du tout dans leur milieu habituel, puisque moutons, chevaux ou taureaux n'ont pas, sauf erreur de ma part, pour biotope des containers. Donc le livre raconte comment, jour après jour, au fil des habitudes, se noue entre vous et les animaux quelque chose qui est de l'ordre d'une relation de confiance, pour reprendre un des termes qui revient le plus souvent. Et enfin, donc pour finir là, cette très rapide présentation, c'est un livre dont la langue est à la fois entre une précision quasi naturaliste, une poésie très imagée. Il y a de beaux passages qui comparent notamment le navire à un château fort merveilleux, un château fort de légende, et une description quasiment phénoménologique du comportement des animaux et des hommes d'ailleurs au jour le jour. Voilà, donc très rapidement. Alors, beaucoup de questions, vous imaginez, sur cette thématique. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Camille Brunel. Il y a un passage dans lequel votre personnage dit, alors c'est une interview qu'il donne en 2031, si je me souviens bien de la date. Il explique, ah non mais moi, alors je retranscris une mémoire, hein, mais moi c'est pas que j'aime les animaux. Il parle probablement comme ça. Probablement oui, avec le geste des mains. Ouais. Donc c'est pas que j'aime les animaux, je demande la justice pour eux. Et d'autre part, à la fin, il y a quelques pages
qui sont un autoportrait, donc vous signez de votre propre nom et qui ne font plus partie du roman, et dans lequel vous dites, enfin, oui, un peu, donc disons qu'ils sont plus de votre côté que de celui du personnage, dans lequel vous dites, voilà, pour moi les animaux sont un sacré aimable et fragile. Donc on a d'un côté un personnage qui dit je cherche la justice parce que c'est pas que j'aime les animaux, et d'autre part vous parlez de sacré aimable, et aimable, j'imagine qu'il faut donner le sens fort à aimable qu'on peut aimer. Donc est-ce que peut-être l'erreur d'Isaac, parce que son engagement ultra-violent, le roman Le Monde bien est une erreur, est-ce que l'erreur ne viendrait peut-être pas simplement d'un défaut d'amour envers le règne animal? Ah, alors c'est particulièrement bien vu de mettre en relation les deux citations, effectivement, où le passage où il dit qu'il n'aime pas les animaux mais qu'il veut leur justice. Mais non, je pense pas que ce soit un manque d'amour de sa part. Au début, effectivement, on part d'un personnage. Vous parliez tout à l'heure de romans animalistes qui peuvent être opportunistes, ou juste parler des animaux, voilà, parce que les gens aiment bien et que du coup ça fait vendre. Et c'est vrai que c'est très répandu de parler des animaux pour jouer sur quelque chose de sentimentaliste. Et moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse à titre personnel dans le combat animaliste, c'est que c'est quelque chose de rationnel. C'est qu'il s'agit de défendre les animaux non plus au nom de quelque chose d'un peu instinctif, quoi. C'est beau, ça nous fait plaisir, c'est notre part d'enfance, etc. Mais sur des fondements philosophiques, sur l'idée que ce sont des individus qui subissent des injustices, des exactions, et donc pour lesquels il faut agir. Donc le livre commence, La guérilla des animaux, avec un personnage qui est très romantique, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, qui veut sauver les animaux, les tigres, les pandas, les lions, etc., les éléphants, donc quelque chose de très sentimental, l'écologie à l'ancienne, comme je dis, et ça évolue vers quelque chose de plus rationnel et de plus froid, et qui est donc le désir de justice. Mais je ne pense pas qu'Isaac se débarrasse que le héros, Isaac, se débarrasse de son amour des animaux, et en tout cas c'est pas ça son erreur. Son erreur c'est de s'être débarrassé de son amour des humains, en fait. Voilà. Alors vous évoquiez justement la façon dont votre livre, en particulier Isaac, tord le cou à une approche qui serait purement sentimentaliste de l'animal. Alors là, ça m'amène à votre livre, Éric Richet. Donc le rapport qui se noue entre les hommes et les animaux, c'est un rapport qui se noue plutôt entre les hommes et ce qu'on pourrait appeler l'animalité, une vision de l'animal comme dépositaire de quelque chose qui pourrait être un instinct de sauvagerie, d'un animal essentiellement prédateur. On voit donc votre personnage principal, Neuil, a ces visions d'un requin qui pourrait être une espèce d'esprit qui le vengerait. L'animal par lequel le rite de passage doit passer, pardon pour la répétition, le goulot, est un prédateur particulièrement féroce. Donc l'image qui se dessine essentiellement des animaux, c'est l'animal vu comme prédateur. Est-ce que c'était aussi peut-être une façon de faire table rase d'une certaine conception qui lirait l'animal, une forme de sensiblerie, de sentimentalisme? Je sais pas, il est peut-être un peu limite en volume. Bon, pas assez fort peut-être. Ouais, moi je crois que je suis un peu, justement, un peu comme le personnage principal, soit entre deux feux vis-à-vis du genre animal en fait, ou du règne animal, parce que d'un côté, comme lui, j'ai grandi avec... moi, je suis issu d'un milieu de chasseurs, donc j'ai grandi avec une meute de chiens de chasse. Je suis fils unique, donc ça a remplacé très tôt, en fait, voilà, tout ce qui pouvait autour de moi pour prétendre à être des frères et sœurs. Donc, j'ai toujours encore aujourd'hui à dire... quel chien est mort, en fait, j'ai tendance à dire qu'on a toujours des animaux de cette race dans mon clan familial, donc personnellement, quand il y a un nouveau chien qui meurt, j'ai tendance à plus à dire il est décédé que mort.
Alors voilà, je me place un peu bizarrement vis-à-vis de ça parce que enfant, quand c'était jour de chasse justement, je ne veux pas vous faire la Mowgli, hein, mais ouais, j'étais aussi excité que j'avais 6-7 ans et je partais chasser avec mes parents et ma mère chassait aussi. Et j'entretenais ce rapport entre l'amour que je portais à mes chiens, que je voyais hyper excités de partir à la chasse. Et moi j'étais encore plus excité de jouer avec eux en fait. Je suis pas revenu avec des faisans entre les dents, mais voilà, il y avait beaucoup d'amour et aussi beaucoup de sauvagerie parce qu'une fois que voilà, j'étais moi chargé de récupérer les bêtes avant que ce soit des lapins de Garenne qui étaient parfois aussi gros que certains chiens. J'étais chargé justement de tamiser un peu la férocité de mes chiens pour que l'animal puisse être ensuite dépoussé sans qu'ils aient été trop massacrés par les chiens. Donc il y a un côté dans le bouquin, j'ai pas voulu traiter ou parler spécifiquement de ça, mais j'avoue que j'entretiens toujours un rapport assez ambivalent entre cet amour des animaux et son côté sauvage et carnassier, de par ce que j'ai vécu étant enfant. Donc, encore une fois, quand j'ai couché toutes ces idées pour écrire ce premier roman sur des carnets, en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose j'ai senti qu'il y avait du sens qui était en germe là-dedans. Et après, un fil conducteur est sorti de tout ça. Mais j'ai pas eu une volonté vraiment de dire dans cette histoire, les alliés seront les animaux et quand ça ira mal, il va y avoir justement un côté fantasmagorique de l'animal qui lui va arriver en vengeur. Et voilà, et avec ce côté féroce, quoi. Maintenant, moi je suis un peu à force de fréquenter des gens comme mon voisin par exemple, là, sur différents salons, je suis un peu en plein work in process ou work in progress, je sais pas comment on peut dire, vis-à-vis de ça, parce que mon oncle est boucher chevalin, je mange encore du cheval aujourd'hui et j'adore ça. Désolé Camille. Ah mais vous avez fait un beau duo tous les deux. Oui, je savais que cette table ronde elle serait riche en fait. Maintenant je le gardais pour la table ronde en fait. Mais et voilà, j'adore l'animal aussi, quoi. Donc je suis encore traversé par ce genre de choses, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question en fait, mais... Si, hein. Et justement vous l'avez prolongé vers un autre motif qui est essentiel, c'est celui de l'ambivalence, de l'ambiguïté. Alors je pense à vous, Francis Tabouret, parce que, alors lisant votre livre, comme je le résumais rapidement tout à l'heure, on vous voit d'abord établir une relation de patience, de connaissance, de proximité avec les animaux, et puis soudain, au début d'un chapitre, vous faites une longue citation, elle est tirée de Giono, de Hennemonde. Alors c'est une citation qui commence comme ça, donc c'est de mémoire. Ouais, on dit souvent que le mouton est un animal très doux. En fait non, le mouton est bête et agressif, et les bergers sont comme leurs moutons, ils rêveraient aussi d'être bêtes et agressifs, en tout cas d'être agressifs. Et je me suis demandé pourquoi vous aviez jugé bon de mettre cette citation-là. Est-ce que c'est une façon aussi de rappeler cette ambivalence dont Gilles Trichet vient de parler? Donc en fait, le livre, c'est un récit de voyage d'une activité mon activité professionnelle de convoyeur d'animaux. Donc je suis embarqué sur un porte-conteneur ayant la charge de 8 chevaux, 8 taureaux et 15 moutons. Voilà, mon idée était vraiment de décrire le rapport aux bêtes, le quotidien, mon quotidien professionnel et qu'est-ce que ça me faisait et qu'est-ce que ça leur faisait d'être sur un porte-conteneur pour aller aux Antilles. Après, par rapport à la question que vous posez, pourquoi est-ce que j'ai choisi de placer cette citation assez longue de Giono, je trouve une très belle citation littéraire, c'est déjà un très beau texte, commencé. Peut-être parce que ce qui m'intéressait de décrire, c'était vraiment le métier soigneur, c'est un métier très paternant, on prend soin d'animaux, on est en charge d'êtres vivants qui n'ont pas choisi d'être là, et donc on en charge de leurs soins, que ça se passe le mieux possible pour eux. Mais j'ai peut-être mis cette citation parce que je peux parfois être un petit peu, peut-être j'ai mis par provocation en fait, par une vision très
ah les animaux c'est beau, c'est gentil, etc. Non, il y a des prédateurs dans les animaux, il y en a qui bouffent tout cru dans certains pays. Tout n'est pas joli, mais le réel n'est pas forcément joli, pas partout. Il y a de la douceur, il y a aussi de l'agressivité, il y a de tout. Et c'est ce que Giono, dans ce texte qui est assez beau, dit. Il parle aussi des bergers. Moi j'ai une grande tendresse pour les bergers, mais qu'est-ce que c'est d'être tout seul avec des bêtes pendant des jours et des jours? Qu'est-ce que ça, des bêtes qui sont des proies, qui sont des prédateurs, qu'est-ce que ça peut raconter de nous aussi? Alors justement, ça nous amène peut-être à ce qui doit être au cœur du sujet, c'est-à-dire ce refus d'une vision à sens unique, univoque de l'animal. Ça exige peut-être que face à nos représentations habituelles, on produise une forme de décentrement. À un moment, Francis Tabouret, vous avez cette formule contre l'ethnocentrisme, il faudrait se placer dans le recoin des cartes. Et j'ai eu le sentiment que vos 3 livres étaient traversés par cette même volonté, une espèce de volonté de décentrement, de ne peut-être plus passer l'homme au centre de l'univers, comme c'était très très longtemps le cas, mais simplement de faire un pas de côté. Alors pas nécessairement pour y substituer l'animal ou le végétal. Quand je dis le végétal, je pense à un passage célèbre d'un texte de Cyrano de Bergerac où il envisage que le chou pourrait être aussi intelligent que l'homme, mais simplement cette idée de faire un pas de côté, se décentrer. Et Camille Brunel, c'est peut-être cette idée qui anime votre personnage au départ, se décentrer, le moment où il explique, il parle de dauphins, je crois, il explique qu'ils ont peut-être des capacités cognitives égales aux nôtres, simplement ils ne communiquent pas. Ah oui, mais ça c'est même pas peut-être. Il dit peut-être dans le bouquin? Ça je ne me rappelle plus, c'est... Oui, et on parle pas seulement de pas de côté, mais carrément de 50 pas en arrière. Révolution copernicienne. C'est le terme employé par le personnage, voilà, de révolution copernicienne, mais qui est employé aujourd'hui en fait pour désigner la quantité de découvertes scientifiques qui sont faites sur les mondes intérieurs des animaux, sur la cognition animale, et ce que ça dit de tout ce qu'on a ignoré pendant des siècles, et donc de la façon qu'on a de perpétuer la façon de traiter les animaux, héritée de siècles où on ignorait totalement ce qui se passait à l'intérieur. Et donc on découvre aujourd'hui, comme on découvre ce qui se passe dans l'univers, des choses qui se passent à l'intérieur des animaux, et donc ça implique une révolution copernicienne. Et de la même manière qu'on a appris qu'on n'était plus le centre de l'univers, on se rend compte qu'on n'est plus le centre de la conscience. On n'est plus les seuls dépositaires de la conscience sur Terre. Et ça devient, il y a des gens qui l'avaient pressenti, évidemment, des penseurs, des philosophes pendant les siècles passés, mais c'est juste qu'aujourd'hui ça devient officiel. Et donc ça implique pas seulement un pas de côté, mais voilà, pour moi, une révolution, et c'est un choc, c'est presque une blessure narcissique pour les humains de découvrir ça. Voilà. Et donc le personnage, évidemment, est le bras armé, dit-il, de cette révolution copernicienne, puisque lui, du coup, il veut carrément décoloniser la planète, de la présence de la colonisation humaine. Voilà. Mais dans le livre, ça se traduit effectivement par une façon de constamment mettre en valeur les mondes intérieurs des animaux. C'est pour ça qu'il y a 1 ou 2 chapitres, enfin, il y a 2 chapitres où le narrateur est un animal. Et en même temps, c'est-à-dire que je mets en valeur la cognition animale tout en diminuant un tout petit peu la cognition humaine pour que les deux s'égalisent un petit peu. Et ce qui est précieux dans un roman comme ça, c'est que ça me permet de donner à sentir, mais pas de façon scientifique, de façon voilà, un peu impressionniste, quoi, ce qui peut se passer, mais sans que ce soit de l'anthropomorphisme, à l'intérieur des animaux. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre où on est un requin, un autre où on est un éléphant, qui sont a priori des animaux aux antipodes de l'arbre de l'évolution, puisque les requins, on sait qu'ils étaient déjà là à l'époque des dinosaures, les éléphants sont des animaux plutôt quasiment aussi récents que nous, et de voir comment je peux m'approcher moi en tant qu'humain de ce qui leur importe à eux. Et c'est pour ça qu'il y a une scène où le requin, on est dans la peau d'un requin qui déguste une surfeuse, et l'idée c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas dans la peau de la surfeuse et qu'on n'ait pas de la peine pour la surfeuse, mais pour le requin qui l'a pas mangé par cruauté ou par sadisme et qui finit péché, sorti de l'eau. Et je crois que c'est Jules Renard qui disait à un moment écrire une histoire de chasse racontée par le lièvre. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, c'est un chapitre, quoi. Mais l'idée c'est que le personnage principal se métamorphose lui aussi et devient
si bien que sa violence devient une violence de légitime défense, puisqu'il devient animal et réagit en tant qu'animal. Alors justement, la métamorphose, Éric Richet, c'est un des enjeux centraux de votre livre, puisque alors cet étrange rite dont je parlais tout à l'heure, le Canost, c'est d'abord un rite de métamorphose, d'une certaine façon, à la fois parce que c'est un rite de passage à l'âge adulte, mais également parce que, comme dans toutes les traditions chamaniques ou animistes, il s'agit d'ingérer quelque chose de l'animal. Est-ce que c'était un des enjeux du livre, montrer par le biais des métamorphoses, cette espèce de tremblement entre l'homme et l'animal? Peut-être pas un enjeu du livre, mais en fait, voilà, vis-à-vis des toujours pareil du milieu dans lequel j'ai grandi, voilà, les histoires de chasse par exemple et les rites de passage dans la chasse au Canada, comme au Canada par exemple, où la première fois qu'un adolescent va tuer un cerf ou un ours, en fait il y a toujours le moment où justement on lui dit bah là c'est là maintenant tu es un homme en fait. Et moi j'ai pas grandi dans ces contrées-là, j'ai grandi dans le Gard. Et dans le Gard, en fait, on sentait à cette époque-là justement un manque dans le milieu de la chasse gardoise à l'époque, un manque de folklore dans ce domaine-là. Et souvent, j'entendais les gens qui disaient ah, bah, tu vois, on aurait été au Canada, on t'aurait mangé le foie sur la bête. Et régulièrement, j'entendais ce genre de choses et c'est sorti comme ça dans le bouquin. Là, pour le coup, il y a une vraie transformation de cet adolescent par ce rite-là, parce que justement, là pour le coup, c'est pas dans le Gard, hein, c'est dans un pays post-soviétique que je ne nommerai pas, mais là, il y a plutôt un côté, on retrouve un peu ce côté que moi j'ai connu dans les années 80, voilà, dans ce département de France, c'est qu'on sentait que mon milieu était en perte de repère, quoi. Et il s'accrochait à des lambeaux de rites pour se dire on a encore une culture, on existe encore, quoi. Donc c'est ce que j'ai voulu développer un peu voilà, avec ce bouquin et cette idée justement de rite qui montre encore qu'on est encore là, quoi. C'est aussi une idée, outre le Gard dont vous parliez, c'est aussi une idée qu'on trouve beaucoup dans la littérature américaine, du nature writing au sens très large. Je pense qu'elle peut faire David Vann dans Ghost Mountain, ou même bien plus avant une nouvelle de Faulkner, L'Ours, aussi sur ce rite de passage. Est-ce que cette littérature-là, cette vision des rapports entre hommes et animaux dans toute cette littérature américaine, c'était quelque chose qui vous a nourri quand vous avez écrit le livre? Alors, de manière inconsciente peut-être, c'est un peu facile comme réponse, mais c'est vrai. En fait, s'il y a bien un sujet que je m'étais dit jamais je n'aborderai ça, c'était bien celui dont j'avais parlé maintenant. Parce que j'ai eu une première envie, une première pulsion d'écriture quand j'avais 16 ans, et pour le coup c'était une espèce de Elric, une espèce de fantaisie très noire, Seigneur des Anneaux inversé. Bon, j'avais écrit un premier tome à l'époque de ce truc que j'ai vite laissé tomber, mais par contre ça m'avait fait pointer du doigt certains processus de création littéraire, d'immersion qui m'avaient bouleversé à l'époque et que j'ai mis des années à retrouver, mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui voilà, on se rencontre. Mais plus tard, bizarrement, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à accoucher des idées, quand j'ai commencé à me dire je crois que je vais accoucher, en fait, je crois que ça va sortir. Bizarrement, toutes les idées et tout ce qui est revenu en fait en termes d'alliés pour m'aider à écrire, ça a été mon milieu. Et il doit y avoir ce filtre effectivement parce que entre-temps, autant à l'époque c'était la littérature de Moorcock et de Howard et de Lovecraft, tout ça qui avait bercé mon adolescence, autant
après, voilà, j'ai été passé par Faulkner, et Cormac McCarthy, etc., etc. On a aussi pas mal d'auteurs russes aussi, il n'y a pas que ça. Et on retrouve aussi justement dans la littérature russe aussi ce genre de thématique, quoi, avec des ours aussi, pour lesquels on dit une prière. Ça se retrouve en plus dans le film. Demain, il y a un film qui sera projeté qui s'appelle Borghino. Et il y a une scène de chasse à un moment donné, très dur avec un ours, le dépeçage d'un ours très cru. Et c'est drôle parce que. C'est drôle. La première chose que dit justement Sacha Bragin, donc le chasseur, c'est on va faire une prière pour lui quand on va l'enterrer, et après on va chanter pour son âme en fait. Tout à fait, Ouais, c'est. Alors, justement, on a. Oui, je vous invite à revoir ce très beau film de Clément Cogitor, qui est assez passionnant. Alors là, on a justement parlé de la façon dont il peut y avoir des filtres littéraires, culturels. C'est pas pour rien que je vous ai posé la question, parce que une des grandes questions de notre rapport à l'animal, qu'il s'agisse d'un rapport activiste ou non, c'est bien sûr la question du langage. C'est une question qui revient très fréquemment, en particulier dans votre livre, Francis Tabourette, puisque vous expliquez à un moment, donc je brosse rapidement le décor, parfois vous êtes très très précis, vous donnez les noms des différents animaux qui vous sont confiés, quand ils ont des noms, ce n'est pas le cas des moutons qui ont des numéros, et vous dites, mais voilà, je vous donne les noms parce que c'est moi qui les écris, mais eux n'ont pas le langage. Alors ça m'amène à une double question. La première, c'était est-ce que au cours de la traversée que vous racontez, vous êtes parvenu à établir quelque chose qui serait vraiment de l'ordre d'un langage avec les animaux que vous convoyiez? Évidemment, je veux dire, mais comme toute personne qui a un échange avec un animal, qu'on a un chat à la maison, qu'on travaille à la ferme avec des bêtes, on échange, on vit ensemble. Simplement, c'est un langage qui est non verbal, même si je peux leur parler aux chevaux, mais c'est l'intention, l'énergie que je peux avoir dans la voix qui transmet quelque chose. C'est pas forcément le mot. Moi, je me sers des mots, mais c'est pas ça qui va se passer. Le langage, il est plus énergétique, c'est la communication non verbale. Alors justement, comment on rend, ça c'est ma deuxième question, comment on rend cette langue énergétique non verbale dans ce qui est quand même une langue très verbale, c'est-à-dire l'écriture? Est-ce que c'est un problème auquel vous êtes vraiment heurté? Comment l'avez-vous contourné ça? Je ne sais pas si c'était je ne me suis pas posé ce genre de questions du tout avant d'écrire le livre, ni même en l'écrivant. Moi, mon idée vraiment, c'était il y a un espace qui me semblait un espace d'écriture possible sur ce bateau. Et je me suis simplement dit, je vais monter sur le bateau, je vais décrire ce qui se passe autour de moi et en moi. Qu'est-ce qui se passe pour les bêtes, qu'est-ce qui se passe dans mon rapport avec eux, qu'est-ce qui se passe avec les marins, qu'est-ce que ça me fait d'être entouré d'océans pendant 13 jours. Donc c'est pas des questions du tout que j'ai théorisées avant ou pendant. De fait, j'en parle, parce que je décris ces journées avec les animaux. Mais peut-être pour répondre, je pense, pas forcément dans le cadre de l'écriture, mais dans le cadre du métier de soigneur, mais on peut trouver un petit peu des rapports. C'est plutôt un cheval, un taureau, un mouton, un moucheron, un éléphant, sont des espèces très différentes. Et quand on en prend soin, il ne faut pas se projeter dans l'animal, il faut essayer de projeter l'animal en soi, de comprendre quels sont ses besoins physiologiques, quelles sont ses peurs, ses craintes, etc. Chaque espèce est différente. Je pense que là, le métier de soigneur, c'est ça. Après, en l'écrivant, on part toujours de soi, même si on a ce souci de ne pas faire de trop d'anthropomorphisme. On décrit une table, un conteneur, un micro, on ne cesse de parler de soi à chaque endroit. Donc je ne sais pas si j'ai voulu retranscrire la langue des animaux. Moi, j'ai retranscrit mon expérience et mon expérience d'un compagnonnage avec des animaux. J'étais sur ce bateau, il y avait très peu de monde. Ce sont des conteneurs, c'est du métal, c'est des machines. Le vivant, le chaud, l'humain, l'animal, je ne sais pas, les frontières s'en foutent, c'était pour moi les bêtes. Et j'étais très content qu'elles soient là, qu'elles m'accompagnent et que je les accompagne dans ce voyage et dans ce projet d'écriture.
D'ailleurs, vous parliez de la nécessité de ne pas se projeter dessus. Il y a des moments, je crois que c'est au moment où les animaux ont vraiment très très chaud, vous décrivez les moutons, vous expliquez, ils ont leur pente, c'était comme monter sur ressort. C'est donc une image mécanique, une image de machine, une image physique. Est-ce que le choix de ce genre d'image est peut-être aussi une façon d'éviter de vous projeter comme ça sur l'animal? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi ma façon d'écrire. Moi, ce sont des notes que j'ai prises sur le moment, et le travail d'écurie, l'étape de bergerie laisse de la place pour pouvoir composer un peu des phrases dans sa tête. Évidemment, une phrase, elle commence, elle arrive, on la mâche, on la remâche, évidemment, elle a le bon poids, elle tient. Là, je l'écrivais sur mon carnet. Après, j'ai repris le texte. Mais c'est de l'improvisation poétique, si j'oserais dire le mot, mais si c'est pas un propos que je tiens. Absolument pas. C'est une phrase qui me vient de description de ce qui est autour de moi, une tentative de description du réel. Et je pense qu'en grattant, en l'écrivant dans le détail, en continuant, plus on gratte, là il y a de la poésie. Voilà. Mais est-ce que tu penses que tu aurais employé un terme mécaniste comme monter sur ressort pour les chevaux et les taureaux à qui tu avais donné des prénoms? Les moutons avaient des numéros, c'est ça? J'ai pas de données. Il se trouve que les animaux pour voyager ont des passeports, au même titre que nous, et les chevaux ont des noms. Les taureaux, le bovin ont des noms et ont même des arbres généalogiques. Donc, moi, dans mes moments où je m'ennuyais sur ce bateau, j'ai regardé les arbres généalogiques des taureaux, par exemple. Donc, on faisait le nom de la mère, de la grand-mère, le poids qu'elle faisait après la naissance, à 6 mois. Il y a plein d'informations assez passionnantes. Il se trouve que dans la réglementation sanitaire, douanière du transport d'animaux, les ovins n'ont pas de nom, ont des numéros. Les chevaux aussi ont des numéros, ont même des puces électroniques. Les taureaux ont des boucles d'oreilles aussi avec des numéros. Simplement, les ovins ne sont pas nommés. Moi, je ne les nommais pas, les chevaux, parce qu'en fait, pour moi, c'était l'EP, l'alezan, celui qui est curieux de moi, celui qui a un peu peur. Les noms, ils sont que sur les papiers. Ils servent à la communication entre hommes. Ils ne servent pas forcément à la communication entre hommes et animaux. C'est pas une volonté de ma part d'en nommer, de ne pas en nommer. C'est simplement un moment, il y a un animal qui reste de telle façon, j'avais envie de le décrire, c'est l'image qui me vient. C'est de l'association d'idées, de la métaphore. Voilà, je pense pas qu'il faille chercher plus que ça. Alors justement, cette question de la langue, Camille Brunet, vous parliez tout à l'heure des chapitres dans lesquels le narrateur, enfin la narration est dans la peau du requin. À un moment, notre personnage dit qu'il doit, ou on lui dit qu'il doit franchir la barrière des espèces pour pouvoir agir. Alors franchir la barrière des espèces, mais comment ensuite restituer ça par la langue? Est-ce que, je vous pose un peu la même question qu'à Francis Tabouret, est-ce que vous vous êtes dit, comment essayer de retranscrire par un médium qui est un médium humain, et même très humain, comment essayer de retranscrire quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée, ou en tout cas, je sais pas, d'enchaînement de connexions neuronales qui, elles, ne sont pas humaines. Déjà, j'avais pas peur du tout de l'anthropomorphisme, ce qui est quand même l'écueil terrifiant dès qu'on se met à parler des animaux, c'est de faire l'anthropomorphisme, parce que ça, c'est le baiser de la mort, on est disqualifié de faire tout de suite. Et il y a un historien absolument génial qui s'appelle Éric Baratel, que tu connais probablement parce qu'il a écrit sur les chevaux, les traversées de l'Atlantique par les chevaux qu'on a amenés pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a capturés en Amérique, qu'on a amenés en Belgique pour se faire canonner. Et donc il s'est demandé ce qu'avait été le vécu de ces animaux dans les cales des bateaux, avec les mulets qui étaient tout au fond parce qu'on s'en foutait un peu, les chevaux qui étaient à l'étage. C'est vraiment pile dans tes cordes. Et donc ce que fait Baraté, c'est que il a évidemment pour deviner ce qu'ont vécu les animaux que des comptes rendus humains. Et donc il essaie d'extrapoler à partir des informations de tel animal est mort, tel animal s'est plaint, tel animal était monté sur ressort, il a essayé de deviner pourquoi ils avaient agi comme ça et ce qui avait pu se passer dans la tête des animaux. Et donc Baratet dit qu'il y a deux types d'anthropomorphisme. Un qui est un anthropomorphisme de projection, et ce que tu disais, c'est ce qu'on fait avec les tabourets, les tables, etc. Et donc du coup, par erreur avec les animaux aussi, où on nie ce qu'il y a dedans et on met de l'humain. Voilà, donc on peut anthropomorphiser de la même manière un chat et une table, et un anthropomorphisme de lecture qui est ce que tu décrivais, du coup, mettre l'animal en soi
Et c'est-à-dire se demander, moi, comment je réagirais dans cette situation-là, comment un très jeune enfant à un stade préverbal réagirait dans cette situation-là, par exemple. Et à partir de là, on se trompe moins que si on refusait, en fait, on niait l'existence de sentiments communs aux humains et aux animaux. C'est-à-dire que quand il y a le discours dominant, c'est quand même de dire on ne sait pas ce qui se passe dans les animaux, on ne sait pas. Peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est heureux, on n'en sait rien. Et finalement, on sait maintenant que ces émotions sont présentes, en tout cas avec certitude chez les espèces les plus proches de nous, chez les mammifères. Et du coup, j'avais pas du tout peur d'imaginer qu'il puisse y avoir du stress. Tu disais hier, est-ce que c'est ennuyeux, est-ce que c'est rigolo, etc. Ça, c'est des émotions vraiment communes et faciles à transcrire. Et donc, je savais que je pouvais parler de ça chez les animaux sans me tromper. Et l'autre chose, c'est que j'avais lu aussi, je crois, Mémoire de la jungle de Tristan Garcia, où il faut parler à un singe. Mémoire de la jungle, voilà, c'est un singe à qui on a appris à parler le langage des humains, mais du coup, il lui faisait parler un langage dévoyé, cassé. Et si bien ça, à mon sens, ça donnait quand même l'impression que l'intelligence du singe était une intelligence humaine avec un truc cassé, avec un truc en moins. Et évidemment, on sait que c'est cette perception des animaux comme des personnes avec quelque chose en moins qui est un peu à la racine de bien des mots. Et je me suis dit, de toute façon, tant qu'à faire parler des animaux, autant leur faire parler comme Camus, quoi. Le requin a une ou deux tournures qui sont piquées à l'étranger, parce que du coup, je trouvais ça signifiant de montrer que le requin devenait étranger à son environnement, de la même manière que le personnage de Camus est étranger aussi. Donc le requin, dans La guérilla des animaux, a des moments où il parle comme Camus. Mais je me disais, de toute façon, les animaux parlent pas comme nous, donc autant y aller à fond, plutôt que d'imaginer ou de prétendre que le langage animal serait un langage humain cassé, un peu dévoyé. Voilà. Et sachant que le point commun de toute façon entre le requin et l'éléphant, c'est que je mets en avant des manques, des douleurs qu'il ressentent. Alors le requin, lui, c'est une douleur très archaïque, il a la dalle. L'éléphant, lui, c'est un peu plus complexe, puisqu'il souffre parce qu'il a perdu un membre de son clan. Et voilà. Mais j'avais discuté aussi avec un auteur canadien qui s'était mis dans la peau d'un ours. C'est très à la mode, en fait, pour tout dire, en ce moment, d'écrire du point de vue des animaux. Et il s'était mis dans la peau d'un ours en disant l'univers de l'ours est uniquement olfactif, donc j'ai fait mon chapitre uniquement du point de vue des odeurs. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage aussi, puisque c'était en fait malgré lui une vision mécaniste de l'ours comme une machine à super bien sentir. Si bien qu'en mettant en valeur uniquement l'environnement olfactif de l'ours, il parlait pas assez de ce qui se passe dans ce qu'il voit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il entend. Il y avait une façon de simplifier l'animal ici, même en voulant s'en rapprocher en fait, que moi j'ai voulu éviter, en évidemment mettant en valeur les différents sens qui sont prédominants chez les éléphants ou chez les requins qui ne sont pas les mêmes que chez nous, mais pas de façon qui ne soit pas simplificatrice, de mettre en valeur la personne en fait. Ça, je repense, il y a eu un livre de Joyce Orman où elle voyait, alors elle prenait une créature qui n'était pas un ours, mais qui était née de l'accouplement d'un ours et d'une femme. Donc cette idée mi-homme, mi-animal permettait peut-être de justifier un langage qui serait peut-être plus humain pour le raconter. Enfin, mais pour revenir à cette question de la possibilité ou non d'une projection ou d'une identification, une question que je me suis posée, Éric Richet, en vous disant, c'était tous les états seconds de votre personnage, de Noy, notamment les moments où il est défoncé à la triclope. Je me suis demandé si c'était pas aussi une façon d'éteindre un peu une forme de conscience humaine. Ce sont les moments dans lesquels le soi apparaît, quand il daigne apparaître. Est-ce que c'était une façon d'éteindre un peu la conscience humaine pour tenter d'approcher ce qui pourrait être, je sais pas, une conscience, une intériorité animale, ou en tout cas pour faire éteindre un petit peu l'omniprésente conscience humaine et pour laisser rentrer l'animal de plus près peut-être? Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est bien vu. Ouais. Oui, c'est un moment où certains pourront dire que c'est de l'autodéfense, mais oui, il y a de ça, mais c'est un moment où on lui largue les amarres, quoi, et où quelque part, justement, il va trouver essentiellement une protection, mais ouais, une liberté, en fait, là-dedans, quoi. Bon, c'est pas un joli message à faire passer, mais à trouver
trouvons-nous dans la drogue, mais ouais. Encore le requin était là, il passe là, et là c'est rigolo, je viens de le voir à l'exposition. On revient de l'exposition en fait qui a été faite autour des œuvres des 16 primo-romanciers, et pour le coup il y a pas mal d'animaux aussi qui ont pris du volume suite à la rencontre artistique voilà, entre ces œuvres. Voilà. Donc c'est drôle de le voir arriver sous cette forme-là aussi. Précisément, pourquoi le requin? Est-ce que c'est parce qu'il était chargé d'une espèce de... Camille Brunel rappelait que c'était un animal primitif, avec tous les guillemets, rien de péjoratif derrière, mais un animal très ancien. Il est évidemment chargé de tout un imaginaire. Chacun a encore en tête la fameuse musique de Spielberg. J'imagine que vous l'aviez aussi en tête, en plus vous êtes cinéphile. Est-ce que c'était à cause de cette puissance mythique, puissance d'inscription dans l'imaginaire collectif que vous l'avez choisi pour votre personnage? Oui, pareil, il doit y avoir des choses comme ça. J'avais pas pensé aux Jaws là, de Spielberg, ni à la musique, mais oui, pourquoi pas. Oui, ça doit être là derrière aussi. Alors moi, vis-à-vis du requin, étant enfant, j'avais plein d'animaux totems et imaginaires autour de moi, dans la tête. Et il y avait notamment un squale, mais bon, il n'était pas de cette couleur-là, il n'était pas aussi méchant. Mais bizarrement, quand j'ai recommencé à écrire, ça a correspondu avec la naissance de mon fils qui avait une de ses premières peluches. Ça a été un requin noir en fait, avec des grandes dents. Et c'était sa peluche préférée en fait. Et j'étais là, mince, qui lui a offert ce truc? Et c'est son animal. C'est sa peluche préférée quoi. Depuis il en a une autre, mais à l'époque il y avait ça. Et donc moi j'écrivais en même temps et j'avais ce truc et un jour quelqu'un lui a ramené un ballon gonflé à l'hélium en forme de requin aussi. Donc je dis bon là ça commence à bien faire, toute histoire de requin qui tourne. Et puis moi-même, peut-être pas moi, mais des amis proches, qui ont fait des différences d'expérience avec la drogue du pauvre, soit l'essence de térébenthine ou le trichlorométhylène, se rendaient compte qu'à force d'en consommer et au bout d'un moment, avec une certaine fréquence, ils arrivaient à avoir des hallucinations proches du LSD ou de certaines choses qu'ils pouvaient dire avec des champignons. Et certains m'avaient parlé justement d'un truc à la Jackson Pollock en fait, qui leur rappelait un squale qui pouvait justement se débattre dans l'encre de Jackson Pollock quoi. Mais à l'époque j'avais trouvé ça très beau, eux ils avaient eu très peur et tout ça s'est mélangé sous cette forme là et pareil il n'y avait rien de très défini, parce que c'est ce que j'ai aimé aussi quand j'ai écrit, c'est que j'avais ce matériau, tout ce truc en germe, comme je disais tout à l'heure, et le requin s'est pas imposé tout de suite, mais quand il est né des effluves de triclo, c'est cette forme-là qu'il a prise. Ouais. Alors certains pour chasser baleines blanches, d'autres sont poursuivis par les requins. Alors peut-être une dernière question, et après malheureusement faudra qu'on arrête. Mais j'évoquais là le mythe, donc on a parlé de requins, on pourrait parler de toute la charge mythique qui entoure les animaux. Donc notre rapport à l'animal, c'est aussi un rapport à d'autres temporalités, des temporalités immémoriales comme celle du mythe, ou peut-être de façon, j'allais dire, beaucoup plus pratique, au jour le jour, un rapport à une autre forme de temporalité. Là je pense à votre livre, Francis Tabouret, où vous montrez bien que le temps des animaux dont vous vous occupez, c'est un temps qui n'est pas du tout le nôtre, c'est un temps qui est fondé sur l'habitude, la répétition, en tout cas qui n'est pas du tout le nôtre, en tout cas qui est différent du nôtre à cet égard-là. Est-ce que c'était votre sentiment aussi
la découverte, ou en tout cas la nécessité de vous adapter à une autre temporalité. Non, je ne crois pas. Moi j'ai envie de dire, bon, voilà, moi je travaille avec des chevaux depuis 15 ans. L'être humain vit avec des animaux depuis toujours. Les paysans travaillent avec des bêtes, côtoient des bêtes, vivent avec des bêtes depuis toujours. Pour moi, voilà, c'est un récit voyage, un récit d'un transport, j'en ai fait plein, c'est mon quotidien professionnel. Donc pour moi, il n'y a pas de découverte. Simplement, il y a le fait de... Chaque animal a un caractère différent. Là, il y a une découverte. Souvent, je dis qu'en fait, le plus gros du métier de soigneur, c'est de regarder. Une fois que vous avez bien regardé, il ne reste plus grand chose à faire. Vous avez vraiment pris soin en regardant. Une plante pousse en la regardant, un cheval va bien en le regardant. Évidemment, on sait les petits soins qu'il y a à faire, s'il faut mettre un peu plus de foin, mettre un peu de graisse à tel endroit, l'attacher à droite au lieu de l'attacher à gauche. Donc, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'observation. Donc il peut y avoir de la découverte, mais pas la découverte des animaux en général, la découverte de tel animal, de comment est-ce qu'il faut en prendre soin de la meilleure façon. Voilà, je pense, pour moi, ce sont des choses qui sont ni pour moi, ni je pense dans l'ordre de l'humanité très nouvelles. Je veux dire, le monde paysan connaît ça depuis toujours, il n'y a rien de très très nouveau là-dedans. Justement, il revient peut-être à nous de le redécouvrir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous trois, et merci à vous également, et bon après-midi. Merci à toi.